tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du 19h Sport. Comme chaque semaine, en direct, on va justement vous parler des résultats de la glisse. Il y en a eu énormément durant ce week-end. Et pour nous en parler, vous avez pris l'habitude depuis pas mal de temps. On a bien entendu notre Marc Garcia, international, on peut dire. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Voilà, Marc Garcia, notre consultant de la place du village, ancien champion du monde de ski, coach et moniteur de ski, tout ça. Donc voilà, il peut bien parler quand même de la glisse. Il a eu pas mal de résultats durant ce week-end, Marc. Oui, dans pas mal de disciplines, vous avez évoqué assez largement déjà Kitzbühel chez les hommes, descente super géant slalom, chez les filles en Tchéquie, pareil, en, en Tchéquie, il y avait le biathlon. Donc, oui, un week-end bien chargé. Ouais, un week-end bien chargé comme en ce moment, souvent les week-ends, avant les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Oui, d'ailleurs, avec vous avez vu ce matin, les sélections sont tombées pour les Jeux Olympiques avec beaucoup de discussions, avec une mauvaise compréhension de qualification, en tout cas de Mm. sélection, ce qu'on appelle des quotas. Alors, Mm. je suis pas arrivé à voir l'ensemble de l'information. Je pense que après-demain, on a encore deux courses qui arriveront à Schladming en nocturne, un géant et un slalom. Donc, j'espère que d'ici là, j'aurai toutes les réponses aux questions que j'ai posées pour que je Mm. puisse expliquer à l'ensemble de nos auditeurs comment en fait s'exécutent ces quotas, ces sélections, voilà, avec évidemment pour l'instant une grande frustration pour pas mal d'athlètes et pas mal de supporters. Voilà. Puis on a pu voir dans l'actualité, Alexis Pinturo, on reviendra dessus, Marc. On va parler des résultats durant ce week-end. Il y en a tout plein. On m'a envoyé plein de choses ce soir. On a quand même une interview, puis après, c'est beaucoup de tableaux de classement ce soir. Alors, avant l'interview, parce que l'interview, Ouais. c'est Musaton, qui lui Oui. fait troisième, un podium sur la belle descente de Kitzbühel, mais il y avait le super géant juste avant, un jour avant. Donc, on va Mm. essayer de partir en chronologie où Odermatt Mm. s'impose de nouveau en super géant devant Von Almen et Babinski, l'Autrichien. Les Français qui se positionnent très bien, Nils Alphand qui fait d'une de ses meilleures places, 13e. J'ai noté ici Alban Canaferina, le petit jeune, là, dont on parle aussi dans beaucoup de Mm. disciplines géants, des centres super géants, qui fait 14e ex aequo avec Nils Aldegre sur le premier, la première épreuve de super géant. Donc, ça s'est joué à peu de choses, hein. On voit les écarts, hein. Mm. Ouais. Le dixième est à peine à 57 centièmes, ce qui est pas beaucoup. Et puis, encore une fois, une maîtrise, comme d'habitude, de la part d'Odermatt. Les Suisses sont là, mais surtout, encore une fois, Nils Alphand, l'un des deux fils de Luc Alphand, qui fait Mm. cette magnifique 13e place. Et puis 13e. suivi des deux collègues, 14. Voilà. 14. Et puis Sam Alphand, également, qui est Ouais. 16e. Oui, j'oublie. Après, derrière, oui, il y a encore le Ouais. deuxième, Ouais. Tam, qui est un excellent glisseur. Donc oui, je pense qu'il y avait une belle équipe française en super géant. Voilà pour cette première course donc du super géant. C'est ça, il faut bien De souligner le Kitzbühel. de Kitzbühel. Voilà. Rappelez-vous, on est à Kitzbühel, ce qu'on appelle la Mecque du ski. Donc Mm. Kitzbühel, qui est quand même les compétitions légendaires, une piste très technique, très compliquée, en général verglacée aussi. Donc avant, il y avait que la descente et le slalom spécial. Il y avait ce fameux combiné de Kitzbühel, qui était aussi un monument dans l'histoire du ski alpin. Et là, euh, en Autriche, là, Kitzbühel, il y a les acteurs de cinéma, il y a les footballeurs, il y a Ouais. les pilotes de Formule 1, il y a vraiment un Du audimat, il y a beaucoup de personnalités invitées, un peu comme, on va dire, ce serait presque, on va dire, Kitzbühel, c'est l'équivalent du Festival de Cannes au niveau mmh. du ski alpin. Voilà, ouais, des grandes figures, du monde du sport, qui, se réunissent là-bas. On va continuer Marc avec cette fois-ci un second, tableau de résultats durant ce week-end, le deuxième course descente cette fois-ci. Voilà, alors la descente avec Franzoni, l'Italien, le petit jeune Italien, bah, qui gagne cette mythique descente de Kitzbühel. J'ai vu une interview sur la télévision italienne où
Simmer, le numéro 1 en tennis, qui parlait aussi parce que Simmer était un ancien skieur, hein, quand il était jeune, il skiait beaucoup. Puis après, il a basculé dans le tennis et qui parlait justement de cette belle victoire de son collègue italien. Et effectivement, gagner cette mythique descente de Kitzbühel, c'est vraiment le monument. Vous gagnez déjà en Autriche, c'est déjà génial, mais en plus vous gagnez à Kitzbühel et cette descente, la Nencam, là, vous êtes dans l'histoire. Pour entrer dans l'histoire, Mm. vous avez une cabine à votre nom. Vous avez une Mm. cabine à votre nom quand vous gagnez une épreuve là-bas. Ah oui. Donc, ouais, c'est impressionnant. Donc, une télécabine et on rajoute, chaque année, on rajoute des fois des nouvelles cabines. Voilà, et c'est le cas. Donc, une belle victoire italienne devant Marco Dermat, qui est Mm. encore là sur le podium. Et surtout, on a une interview de Max Musaton qui fait de mémoire, son premier podium en Coupe du Monde et puis surtout qui fait une magnifique troisième place sur cette descente du Kitzbühel. Donc, je crois que c'est un interview de la Fédération française de ski, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà, en vidéo, justement, on écoute justement Maxence. Maxence, magnifique troisième place sur la descente du Kitzbühel aujourd'hui, une descente mythique, c'est un rêve qui se réalise pour toi aujourd'hui. Ouais, complètement, pardon. Non, non, ouais, je pense qu'en tant que descendeur, faire un podium à Kitzbühel, c'est une des cases à cocher, ou tout du moins un des rêves de descendeur. Et en tout cas, c'était le mien. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement content d'avoir pu faire ça. Et comment tu t'es senti au départ? Parce qu'on sent que c'est une tension particulière. Et est-ce que voilà, tu étais stressé? Est-ce que le Super G t'a aidé aussi à te détendre par rapport à la descente? Bah ouais, si, il y a toujours une pointe d'appréhension, après un peu plus ici. Après, j'avais fait de bons entraînements, donc je savais que le ski était là. Après, c'est toujours, voilà, c'est l'entraînement et la course, c'est toujours différent. Mais moi, je me sens bien ici à Kitz. Et je pense que j'ai réussi à trouver le bon mix entre l'appréhension, le petit stress qui t'aide à te calmer, et puis voilà, l'envie d'aller vite. Et donc, c'est cool. Et le résultat de groupe, on va dire qu'il est quand même très très bon. C'est une équipe qui pousse. Est-ce que ça t'aide aussi voilà, aujourd'hui, peut-être passer le petit cap qui manquait ces dernières courses? Ouais, bien sûr, on a un groupe qui vit très très bien. On a des jeunes voilà, comme Charles et comme Alban qui poussent fort. Donc ça c'est cool. Et après, devant, voilà, il y a les deux Nils cette année qui ont montré la voie sur Val Gardena avec deux belles quatrièmes places. Donc c'est toujours pareil. On a toujours eu un groupe fort sur le papier. On l'a pas toujours montré, mais voilà, je pense que ça m'aide à me surpasser au quotidien. Et d'autant plus ici à Kitz, les Français, on répond souvent présent. Donc c'est top pour l'équipe. Et on a vu que Cyprien, il était là ce week-end pour vous soutenir, pour aussi venir avec vous à la reco et de le voir ici. Qu'est-ce que ça te fait? On a vu que tu as partagé aussi ce podium avec lui tout à l'heure. Ouais, c'est beau de le revoir ici, ça fait chaud au cœur. Et après, ici, un endroit où on sait qu'il s'est plutôt bien exprimé il y a quelques saisons. Donc c'était sympa de le voir. Je pense que pour tout le monde, surtout pour lui, mais aussi pour nous, voilà, de se dire qu'il est peut-être sur le retour, ça fait du bien à tout le monde. Et Sip, c'est quand même une belle personne, donc il amène toujours une belle énergie. Et donc voilà, je pense qu'on lui a fait bien plaisir aujourd'hui, toute l'équipe, donc c'était bien. Et le programme là, du coup, c'est de rentrer à la maison ou tu vas célébrer un peu? Ici, il y a la Kids Race Party, là, où on a le droit d'avoir un beau costume pour aller récupérer le beau chamois. Donc il y aura ça. Et puis après, j'espère une petite bière au long d'honneur avec tous les copains qui vont rester là ce soir. Merci Maxence. De rien. Voilà Maxence au micro de la Fédération française de ski. On remercie beaucoup quand même pour les vidéos. Oui, merci à eux. Oui, Max l'a très bien expliqué, hein. Pour lui, c'est une belle journée. Euh, et puis surtout un bon résultat d'équipe, hein, il l'a dit, avec Alban Canaferina qui fait aussi une magnifique 12e place, suivi de Kamel Seigneur, l'autre jeune qui finit derrière lui 13e. Donc c'est vraiment, pardon, 15e, qui fait vraiment une belle course d'équipe. Et c'est l'important. Quand on est à Kitzbühel. La particularité de Kitzbühel, moi j'ai eu la chance de faire pratiquement cinq slaloms. Et on a eu la chance d'aller voir la descente, d'aller reconnaître les descentes à l'époque. Et la particularité de cette descente, c'est que pendant tous les entraînements, hein, qui datent pendant pratiquement 2-3 jours avant, euh, la particularité de cette descente, c'est quand vous arrivez dans cette aire de départ, Mm. Johan, il y a un Mm. silence comme dans une cathédrale. Et Ah.
dans les autres courses, lors des autres compétitions, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de plaisanteries, les gars, ils arrivent à rigoler entre eux. Et je peux vous dire que là-bas, c'est une cathédrale. C'est vraiment la piste la plus difficile avec Bormio et certainement Beaver Creek. Mais là, ça ne rigole pas au départ et c'est assez particulier cette ambiance. Vous êtes vous êtes là-bas au départ et je dirais pas que c'est pesant, mais c'est vraiment une sensation assez particulière de pouvoir vivre ça et d'observer toute cette ambiance qui est quand même relativement lourde et que ça ne parle pas. C'est grand silence. Ça va être Ah oui, impressionnant quand même. Ouais. Oui, oui, surtout que maintenant, l'aire de départ, cette cabane de départ, elle s'est densifiée, elle est devenue de plus en plus grande. C'est vraiment très, très, très particulier d'aller au départ de cette mythique descente. Parce que là, on a le Super G qui part un peu plus bas. C'est vraiment la descente de Kitzbühel, historique. Donc, du coup, et je crois même d'ailleurs l'un des records, je crois que celui qui a le record encore, en tant que Français, ça doit être toujours Jean-Claude Killy, hein, en termes de victoire sur Kitzbühel. Quand Il même, résiste, quand même, quand même. Jean-Claude Killy. Hein. Ouais, voilà. Il y a juste parce qu'il gagnait la descente, il gagnait le slalom, et en plus de ça, il gagnait le combiné. Donc, il faisait vraiment la totale, Jean-Claude. Ouais, c'est vrai. Oui, non, Bon, mais, écoute, ben, bravo à Max et bravo à toute l'équipe, hein, parce que là, ça nécessite, le matériel a bien fonctionné, parce que là aussi, il y a des choix de matériel importants. Donc, pour lui, belle 3e place à Kitzbühel. Et alors, je reviens aussi, il vous a parlé les remises de ce fameux chamois, parce qu'à Kitzbühel, c'est oui, à la le fin, chamois, le oui. trophée. Et en fait, ils sont obligés ils arrivent un peu en taxilo, hein. Ils ont le nœud papillon. C'est une tradition aussi. Et l'autre tradition, c'est que le vainqueur de la descente de Kitzbühel va dans ce fameux bar qui s'appelle le Londoner. Et le vainqueur passe derrière le bar et c'est lui qui sert à volonté gratuitement ses amis, ses collègues. Donc ça se finit plutôt avec une bonne ambiance et c'est très particulier aussi ce Londoner qui est à Kitzbühel et c'est une tradition depuis des lustres et des lustres de finir en général. D'ailleurs pour les descendeurs, nous les slalomeurs, on est un peu frustrés parce que souvent on parle le soir même du slalom, or qu'eux ils en profitent quand même pour la soirée pour décompresser sur cette semaine qui était difficile psychologiquement pour eux. Ouais, comme quoi on fait bien la fête là-bas, hein, à Kitzbühel. Hein. Exact. On va continuer, Marc, avec le 3e tableau. Cette fois-ci, c'est la 3e course, slalom. Et oui, le slalom de Kitzbühel. Alors pareil, rien à voir avec les pistes de slalom qu'on a vues jusqu'à maintenant. Kitzbühel, c'est un slalom encore une fois particulier parce que c'est une piste avec énormément de dévers et souvent, on va dire pied gauche, un dévers avec des grands mouvements de terrain. C'est une piste très compliquée à aborder pour les slalomeurs parce que de fait de ces changements de forme de terrain, à droite, à gauche, avec énormément de mouvements de terrain, de tracé, c'est pas facile. Alors en plus, pour le slalomeur, en général, c'est pas évident d'avoir une bonne sensation sur ce format de terrain. Et c'est très particulier le slalom de Kitzbühel pour ça. Et en général, quand les mecs ils arrivent, de mémoire, je connais peu de coureurs, même quand ils ont gagné, qui ont eu le sentiment d'avoir eu la sensation du départ à l'arrivée. C'est ce qui fait aussi la particularité, un autre registre, du slalom de Kitzbühel. Voilà, on va quand même souligner les Français, Clément Oui. Noël, hein, qui termine 8e et Paco Rassa 14e. Oui, alors certainement les connaissants staff français, on attendait mieux, hein, surtout qu'ils étaient les 2 Français partaient dans les 7 meilleurs mondiaux, dans les 7 premiers. Donc on attendait un podium, hein, pour pas se cacher, surtout que Clément avait gagné l'année dernière. Et puis bon, ils sont quand même là, hein, ils sont pas non plus, on va pas appeler ça à la rue. Clément et Paco, connaissant les deux, ils n'ont pas de raison d'être satisfaits de cette place-là. En tout cas, Manu Feller, qui avait gagné le classement général de la Coupe du Monde de slalom il me semble, il y a 2 saisons ou 3 saisons, autrichien, qui faisait un début de saison, je dirais assez difficile pour lui.
il n'arrivait pas à trouver de bonnes sensations, il n'arrivait pas à bien skier, il faisait pas de bons résultats. La preuve, c'est qu'il était sorti des 7 meilleurs mondiaux et il partait d'ailleurs avec le Dossard 15. Et Manu Feller qui n'avait d'ailleurs jamais gagné Kitzbühel, c'était une belle émotion parce que gagner chez lui en Autriche, et, on attend toujours quelque chose, on attend toujours une victoire autrichienne, évidemment, encore plus à Kitzbühel, mais d'avoir surtout bien maîtrisé cette deuxième manche, puisque Loïc Meyer, le deuxième, le Suisse, était premier de la première manche. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de voir Manu Feller aussi gagner ce fameux slalom de Kitzbühel parce que je pense qu'il le méritait et ça faisait un moment qui, comme on dit dans le jargon, qui tricotait un petit peu. Tricoter un petit peu, je ne connaissais pas ça. Voilà le jargon, hein. On apprend également le jargon avec Marc, merci. Hein. Oui, c'est ça. Hein. La place du village, on apprend plein de choses. On va continuer avec les filles République tchèque géant. En géant, c'est ça, hein, Marc. Exactement, j'ai en République tchèque une piste très compliquée, une piste verglacée, assez exigeante. Sarah Thor, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises quand c'est des pistes verglacées, vu la façon dont on skie. Et puis les deux américaines, Mozan qui se positionne bien autant en slalom spécial qu'en slalom géant, Shiffrin qui réintègre allègrement le podium en géant, et puis derrière vous avez vu La Suisse. les Suisses sont là, Camille Rasch est toujours bien placée, italienne, et puis nous derrière on a eu alors je cherche derrière on a nos françaises, je les vois pas. Mais vous les avez où? 23 et 24, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Colombe et Scan, ouais, à la fin, en bas du classement. Ouais. Ouais, ça donc en fait c'est pour le géant parce qu'en fait Clara Direz avait fait une belle 16e place, 16e place à la première manche, malheureusement elle sera à la deuxième. Bon, un géant, Dorian Escal, ça faisait un moment parce qu'elle avait fait des super résultats en Coupe d'Europe l'année dernière et on attendait d'elle dans les deux disciplines en géant et en slalom spécial. Et là j'ai discuté avec son chef d'équipe, Greg Masson, ce matin au téléphone et qui me disait oui globalement, l'entraînement, elles sont très vite, elles sont vraiment très très vite parmi les meilleures. Et puis, le côté un peu psychologique, un peu de tension. Et on n'arrive pas à trouver les clés pour l'instant. Ils n'arrivent pas à trouver les clés. Le matériel fonctionne bien. L'entraînement, elles sont toujours, on va dire, quasiment devant. Et puis, le jour de la course, il y a encore ce petit grain de sable qu'il va falloir enlever pour leur permettre d'accéder un peu plus dans les 10 meilleurs, si ce n'est que dans les 5. On espère pour elle. Hein. On regarde également un dernier résultat, Marc, avec cette fois-ci le slalom fille. Slalom fille. Alors vous voyez, toujours le même nom slalom spécial. Hein. Shiffrin qui fait un gros écart. Hein. Ça vous dit peut-être rien. 1 seconde 67 sur Camille Rast. La troisième, elle est à plus de 2 secondes. 18. Alors, Ouais. voilà. Alors, je vais vous faire rire. On utilisait, je vous ai dit, tiens, Manu Feller il tricotait. Et dans la compétition, en ski alpin, après, on parle de perles. C'est-à-dire qu'on peut dire que la troisième, elle a pris 2 perles, par exemple. Alors, le dire, elle a pris 2 secondes, un peu plus de 2 secondes. On dit aussi, bien tiens, aujourd'hui, elle a pris 2 perles. C'est aussi un jargon qu'on utilise au niveau de la compétition au haut niveau. On utilise non plus des secondes, mais des perles. Des perles, voilà. On enfile des perles, comme on dit aussi. Tu penses comme ça. Voilà. Donc on voit encore une fois, elle est encore là. Mozan se met malheureusement au tapis. Et nos Françaises qui font un magnifique slalom. Alors j'ai pas eu le chef des slalomeuses, Vincent Blum. Mais bon, 11 et 12, je pense que Marion Chevrier, qui se rapproche de plus en plus des 15 meilleurs. Et puis d'autant plus qu'elle était déjà, elle était déjà dans les 15 meilleures mondiales, mais elle se rapproche peut-être des 7 petit à petit. Elles font toutes les deux une belle 11e et 12e place sur un slalom assez particulier, sur une piste très verglacée aussi, avec des tracés plutôt dans l'axe de la pente. Et pour terminer, Dorian Escan, j'en ai parlé en géant, qui se qualifie depuis son première qualification en slalom cette année en Coupe du Monde. Donc c'est vraiment bien pour elle. C'était important psychologiquement aussi. Elle a changé de matériel l'année dernière. Elle est passée de chez Rossignol à Aide. Et pour le coup, elle s'est qualifiée. Et c'était la seule d'ailleurs française qui faisait les deux disciplines, qui faisait slalom spécial et slalom géant. Donc assez positif, je pense, pour elle ce week-end
en République tchèque. Voilà, bravo, bravo à elle hein, quand même. On Ouais, les, c'est sûr. on les soutient, voilà, on va continuer à les soutenir, hein, nos athlètes. On va parler justement, vous m'envoyez les JO. Alors voilà, Marc, on va parler justement des... Bah oui, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui avec en ski alpin, on a pu voir la sélection qui fait beaucoup de bruit. Alors ça, c'est la sélection des JO ou c'est la sélection de la prochaine Coupe du Monde? C'est la sélection des JO, ça? Oui, ben oui, selon ce que vous m'avez envoyé. Ouais, parce que je vous en ai envoyé un paquet. Alors parce qu'il y a eu le week-end prochain, il y aura des épreuves de vitesse à Crans-Montana. Ah, Euh, et il y aura, mais là, en fait, je vois pas tout le tableau. En fait, je vois qu'une partie. Je vois pas jusqu'en hmm, bas. Donc, Camille Cerruti, Marion Chevrier, Clara Dires, Dorian, Laura Gaucher, Marie Lamure, McFallen, Roman. Il me semblerait que ça semblerait être logique. On hmm. en a on en a combien? 8 là, de mémoire. Une, 8, ouais, deux, 8, ouais, c'est ça. ouais, 8. Apparemment, c'était les noms, les 8. C'est ce qu'il y aurait au niveau féminin. J'ai les garçons. Hmm. Et Et les les gars, garçons, on a on a Nice, c'est ça? Nice, ouais, Nice Allègre, Nice Alphand, Steven Amier, Léo Angno, Maxence Musaton, qu'on a retrouvé tout à l'heure, Clément Noël et Paco Rassa. Oui, alors apparemment, oui. Si c'est mentionné comme ça. Alors effectivement, là, la surprise, effectivement, c'est peut-être la sélection, en tout cas pour les Jeux Olympiques, sachant que le nom de Alexis Pinturo n'apparaît pas Hmm, en slalom géant, le nom de Thibaut Fabreau n'apparaît pas non plus, et donc c'est évidemment un certain nombre de questions qui restent posées. Comment se fait-il que ces gars-là, Pintu, bah, ils pensaient qu'ils pouvaient être qualifiés. Thibaut Fabreau fait partie des 15 meilleurs mondiaux et hmm, pas de sélection aux Jeux Olympiques, donc j'imagine une grande déception. La veille du slalom géant de Schladming. Donc, hmm, mais encore une fois, je vous ai expliqué au tout début, j'ai posé un certain nombre de questions pour savoir comment ces fameux quotas olympiques, parce qu'en fait, hmm, globalement, toutes les nations ont un quota global, c'est-à-dire toutes les disciplines confondues. Il y a un nombre attribué, et après, on distribue un quota, c'est-à-dire on distribue des places par discipline. Et donc, qu'en est-il pour le ski alpin, en tout cas pour les filles et pour les garçons? Je vous ai renvoyé un dernier texto de la Fédération française de ski qui expliquait que la Fédération française de ski a pu récupérer un quota supplémentaire pour les garçons, puisqu'ils étaient, donc il y en a 7 pour 8 chez hmm. les filles. Donc le 8e nom va être annoncé, à mon avis, prochainement, en fonction des décisions du Comité national olympique français, mais aussi de la Fédération française de ski. Mais tout ça, il faut vraiment que j'ai toutes les informations parce qu'il n'y a Oui, pas que les quotas olympiques, il y a aussi la Fédération internationale qui impose un certain nombre de choses pour avoir des athlètes qui soient pluridisciplinaires. C'est-à-dire que ils veulent de moins en moins des athlètes qui ne fassent qu'une discipline. C'est un peu la nouvelle tendance maintenant. Donc, j'attends d'avoir la réponse à toutes ces questions pour vous informer et donner toute la lumière sur ces sélections-là des Jeux Olympiques. voilà, on en reparlera, Marc, hein, pour donc ces sélections hein, donc pour les Jeux Olympiques hein, dans nos prochaines émissions. On va parler également aussi quand même des résultats de biathlon durant ce week-end. On va faire une petite parenthèse biathlon, Marc, avant de retrouver les Ouais. questions de ceux qui nous regardent en direct à 19h38. Il y a là pas mal de questions et j'ai en train d'en lire. Ah bon. C'est très intéressant, vous allez voir. On va quand même parler Bon, une petite parenthèse de biathlon, Marc, notamment avec Julia Simon qui remporte la Master de Nov Mesto et Océane Michelon qui termine deuxième. ouais, là c'était la course d'hier hein, sur le Nové Mm, Mesto en République tchèque. mm, Une belle épreuve aussi avec beaucoup de public. Une belle victoire pour terminer pour nos Françaises, mais globalement on a 4 podiums sur les 4 épreuves. Donc ce qui est on va pratiquement appeler ça le carton plein. Donc une belle et puis Julia Simon qui fait à mon avis son premier podium de la saison, en tout cas sa première victoire de la saison. Michelon derrière, il y avait Lou Jean Monod qui était pas très loin, je crois qu'il finit 4e mm, de mémoire. Donc mm, non une belle avec Eric Perrault, vous le montrez
aujourd'hui à l'écran. Voilà. Donc il y avait vraiment Julia qui gagne chez les filles et Eric qui gagne chez les garçons, sachant qu'il y avait déjà, il y avait aussi par le relais simple, le relais mixte. Donc il y a vraiment eu un carton plein de la part de l'équipe de France de biathlon. Maintenant, il y a un peu de repos, il y a surtout la concentration. Ils vont aller où il y aura les Jeux Olympiques. C'est la particularité là-bas aussi pour le biathlon, c'est que c'est l'épreuve de biathlon. Alors c'est l'épreuve olympique, mais elle existe en Coupe du Monde. C'est l'épreuve où avec je crois qu'ils sont à 1600 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment très très haut en altitude pour le biathlon. Je crois savoir que le règlement international ne permet pas de faire des épreuves de biathlon au-delà de 1800 mètres d'altitude. Donc Ah, là, globalement, ils sont souvent beaucoup plus bas que ça. Et là, en Tols, ça va être assez délicat, une piste très technique, mais en même temps avec de l'altitude. Et là, ça va plus être la même musique pour l'ensemble des compétiteurs pour essayer d'obtenir des médailles d'or. En tout cas, que nous, on attend au niveau français. voilà. Alors Marc, justement, je vous faire réagir par rapport à cet article de nos confrères de ici Pays de Savoie, par rapport voilà, à ce titre, hein, Alexis Pinturo n'ira pas au JO. Ça a beaucoup fait commenter sur les réseaux durant ces dernières heures. Qu'en pensez-vous, justement? J'en pense que je suis toujours très déçu moi-même quand en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous avez des quotas. Donc, on a parlé d'un quota global ou un quota par discipline, en tout cas par oui, discipline, c'est-à-dire le ski alpin. Mais en plus, normalement, vous avez la possibilité d'inscrire 4 athlètes par discipline. Ça veut dire que vous pouvez mettre 4 descendeurs français, 4 descendeurs autrichiens, vous pouvez mettre 4 en super géant dans tous les pays. On a un quota maximum de 4 dans chaque Mm. pays. Et en Mm. disant, bah là, pour le coup, on n'en a pas 4 en descente, on n'en a pas non plus nécessairement 4 en géant, on n'en a pas non plus 4 en slalom. Et c'est l'éternel débat, discussion avec ces quotas et ces principes de qualification, ou en tout cas de sélection. Et Mm. les Jeux olympiques, en théorie, pouvaient permettre à certains athlètes d'y participer, tout comme Alexis, qui pensait légitimement faire partie de cette sélection pour les JO en slalom géant, puisqu'il avait décidé d'arrêter les autres épreuves. Mais on verra. Il y a un 8e long qui va sortir. Et encore une fois, je pourrais vous donner plus d'éléments Mm. sur en tout cas pour nous, la France, comment se fait-il qu'on puisse pas en mettre plus. Moi, je m'occupe des Japonais, vous le savez, notamment des Mm. Japonaises. Bah, Mm. le quota chez les Japonaises, il n'y en a qu'une. Hein. Ah Terminé. oui, Il y a même pas, on peut en mettre 4, mais on n'en mettra qu'une. Donc, d'accord. une chez les filles et un chez les garçons. C'est tout. Il y aura beaucoup plus d'athlètes par exemple, pour les bosses ou dans d'autres disciplines, comme le patinage de vitesse. Ça aussi, c'est propre à chaque nation. D'accord, voilà ces explications sur les JO. On reviendra sur les JO avec Marc, vraiment très intéressant. Pendant justement les JO qui approchent à grands pas. On va parler des questions de nos téléspectateurs. On sait que Marc adore ça. À 19h42, il y a déjà des questions très intéressantes, Marc, notamment depuis YouTube, avec la gendarmerie Ouais. qui est venue du côté de Tignes tester à l'alcool et au stup le personnel des remontées mécaniques. 5 personnes sur 20 testées étaient positives. Ne devrait-on pas tester tous les pros? Nous demande Andy. Ah bah, je pense que aujourd'hui, c'est d'actualité. Hein. De toute façon, tout ce débat, toutes ces choses-là, on est touché, nous, la montagne, mais finalement, c'est le quotidien dans le monde d'aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut peut-être que des gens qui sont aux commandes des remontées mécaniques ou même nous, dans le domaine du sport, hein, au niveau des Mhm. entraîneurs, au niveau des moniteurs de ski, qu'il y ait peut-être des contrôles aussi, peut-être plus spécifiques, plus adéquats et qui va dans l'ensemble de la sécurité. Moi, je suis absolument pas contre et surtout, il faut que ces contrôles s'amplifient parce que le trafic de stupéfiants et l'alcool, il est itinérant au monde d'aujourd'hui. Donc, la montagne en fait partie et je pense que ça me paraît une bonne chose et je valide le fait qu'il faut que ça s'amplifie. Mhm. Voilà pour la réponse à Andy sur YouTube. On va parler avec Pierre qui vous pose une question.
pourquoi ne voit-on pas de coureurs avec des chaussures de ski dont le serrage est par câble de type BOA? Alors, qu'est-ce que c'est tout ça, Marc? Ah, alors j'ai pas ma chaussure de ski par là. Ouais. Si vous voulez, les compétiteurs, quels qu'ils soient, hein, même chez les enfants, dans les compétitions en bas âge, les compétiteurs ont des chaussures de ski avec des crochets, qu'on appelle des crochets à 4 ou 5 crochets. C'est aujourd'hui, c'est la performance, c'est la technicité, c'est la précision. Le commun des mortels on utilise aujourd'hui, vous savez, des systèmes de serrage par câble. Hein, on utilise un peu, c'est comme un peu des, des timers, vous savez, vous tournez. Et en fait, il y a un câble et les câbles sont disposés de certaines façons pour serrer soit l'avant du pied, soit la partie du coup de pied, soit la partie haute, pour amener un peu plus de facilité à l'ensemble des skieurs, parce que du coup, c'est destiné à l'ensemble des skieurs. Alors, il faut quand même savoir que ce procédé-là, Allô, l'un des tout premiers dans ce concept-là, véritablement de câble, c'était la société Salomon qui avait fait ça à l'époque, Mmh. ces fameux entrains arrière. Et pour le citer, c'était Monsieur Roger Blanc qui était ingénieur, Roger Blanc qui travaillait pour la société Garmon, qui était un ingénieur et qui avait vendu ce brevet à l'usine Salomon, Georges Salomon, et ils ont fait fortune avec ça. Alors ça a été un peu abandonné. Et aujourd'hui, l'ensemble des marques évidemment, pour l'ensemble des skieurs, c'est un peu compliqué d'abord, c'est ce qu'on appelle des monocoques, hein, c'est-à-dire que vous avez des coques qui vous serrent au niveau du pied, et c'est pas facile de mettre le pied dedans, et encore moins peut-être d'utiliser ces crochets. En tout cas, c'est une idée, on va dire, sur le confort au détriment de la technique. Et pour Mmh. nous, la compétition, c'est la technique qui prime au travers du confort. Un pilote de Formule 1, un pilote de rallye, je peux vous assurer que les sièges sont pas aussi confortables que votre voiture, Johan. Eh ben, c'est à peu près la même chose qu'on a au niveau du ski. Et le dilemme qu'il y a aujourd'hui sur ces nouvelles tendances au niveau des chaussures de ski avec ces fameuses câbles et ces fameuses bah, cocotte minute, hein, presque on tourne et puis en Mmh. fait, ça casse. Et bah, quand ça casse, et ben finalement là pour le coup, la chaussure elle est moins près du pied et ça pose quand même un certain problème technique. Oui, effectivement, c'est une tendance actuelle, mise en avant par certaines marques pour le confort, encore une fois, de Monsieur Tout le Monde et en fonction d'un certain niveau de skieur. Mmh. Et ce qu'on trouve régulièrement dans l'ensemble des magasins de sport en location, oui. Voilà pour cette réponse très intéressante. On va continuer avec de l'actualité, Marc. Vous en avez parlé juste avant le générique du début hein, de l'émission, avec un mort à Tignes dans les pentes du le Vachey aujourd'hui, pourtant accompagné d'un guide de haute montagne. Rappelez-nous, s'il vous plaît, les précautions d'usage pour aller faire du hors-piste. Ouais, ben, les précautions d'usage, je dirais d'abord, c'est de se renseigner encore une fois auprès des services des pistes. C'est-à-dire que Mmh. moi, ce matin, je suis passé à Val d'Isère. On partait faire un tournage pour le Japon, hein, pour le club méditerranéen japonais avec un champion de ski. Puis il y avait un peu l'idée de aller faire du hors-piste. Moi, j'ai dit, il n'est pas question. Parce que vu qu'il a neigé déjà Mmh. toute la nuit dernière, donc en général, déjà, on a un support de nos manteaux neigeux qui est pas très, très stable. Donc quand vous empilez un certain nombre de couches, ça fait une forme de gobelet et ça part. Et aujourd'hui, c'est l'escalade du temps, c'est l'escalade. Il faut y aller, il faut être le premier. Donc ça, le premier point, on se renseigne auprès, à mon avis, du service des pistes, parce qu'aujourd'hui, on imagine encore que parce qu'on a tout un système de protection, c'est-à-dire que le DVA, c'est le détecteur pour les avalanches. Vous savez, on a un émetteur et un Mmh. détecteur, donc chacun part avec. Vous avez un sac à dos avec évidemment des ballons qui se gonflent aussi pour apparemment nous permettre d'être plus en surface qu'être à l'intérieur de l'avalanche. Vous avez des sondes, vous avez des pelles qui sont obligatoires quand vous sortez hors piste pour vous permettre, quand vous vous êtes pris, vous êtes pris, mais permettre aussi d'aller chercher vos collègues ou vos amis ou les professionnels avec vous qui se sont fait emporter par les avalanches. Donc déjà, je pense il y a déjà l'utilisation du matériel qui normalement est obligatoire quand vous sortez de la piste. Mmh. En tout cas, il y en a certainement qui s'aventurent sans ce type Mmh. de matériel. Même quand vous êtes en bord des pistes, hein, même quand vous êtes en bord de piste, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas non plus à l'abri de prendre une Ah avalanche oui. sur la tête. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des pistes et c'est pour ça qu'il y a de leurs pistes. Et en plus, quand vous allez chercher des pentes comme ça au Lavaché, c'est quand même du mouse costaud là, ouais, je peux vous dire. Ah oui. Aujourd'hui, quand je suis parti, je suis passé, on s'est posé la question, c'est de se dire, on s'est carrément posé la question à se dire, euh, aujourd'hui, on va les compter les morts. Je vous rassure, c'est ce qu'on s'est dit ce matin avec le service des pistes ici à Val d'Isère. Et les mecs, je pense qu'ils ont passé une journée tendue parce que Mm. les mecs partaient dans tous les sens. Moi, je voyais des traces dans tous les sens. Je dis, mais ils sont fous ces gens. Les mecs, ils sont partis là-bas. Que vous ayez un guide de haute montagne, que vous ayez le matériel, Ouais. l'avalanche, comme on dit, globalement, elle vous coffre, hein. Ouais. Donc apparemment, hein, je sais pas quelle nationalité, mais ils étaient avec un guide. Les pisteurs ont vu l'avalanche, tout le monde est intervenu, mais le mec est mort. Et non content de ça, bah, il laisse 2 enfants. Voilà. Donc papa est Voilà. parti. Donc c'est toujours des précautions à prendre. En théorie, vous avez cette précaution-là sur qu'est-ce qu'on fait au niveau de la prévention et ça reste le débat. Là, on en avait parlé la semaine dernière. Sur les 15 derniers jours, Mm. on avait 22 morts. Beaucoup. Là, on en empile Dès qu'il encore fait un. beau. J'ai cru voir qu'il y avait à Montgenèvre, il y en a encore qui sont fait prendre hier ou avant-hier aussi, du côté de Montgenèvre, avec une inconscience totale. Mm. Que voulez-vous que je vous dise? De toute façon, ça va être le débat. Qu'est-ce qu'on met en place au niveau juridique, au niveau des lois, au niveau des préfectures, au niveau d'un certain nombre de choses, pour éviter ce genre de situation. Moi, vous savez, quand les gens partent comme ça, la fleur au fusil, et qui se disent, bon, on est là pour les aider. En tout cas, nous, en plus, on se met en danger parce qu'on a le devoir d'aller aider pour aller secourir et chercher des Mm. gens. Mais quand je vois ce type de conditions, je veux dire, chacun prend ses risques, quoi. Euh, et pour le coup, quand vous faites attraper, que vous êtes fait prendre par une avalanche, j'allais dire, en ayant pris toutes les précautions pas possibles, mais que le manteau neigeux reste quand même incertain, puisque on le sait, le risque zéro n'existe pas. N'hésite pas. Mm. Il y a encore une fois, ça s'appelle de la sagesse, vous savez, Johan. Parce que Mm. nous, les professionnels, et moi le premier, le gars, il a, ouais, mais de toute façon, moi, je suis là, je vous ai payé. Non, 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 non. Ce que t'as pas compris, mon gars, c'est que t'as beau m'avoir payé. Aujourd'hui, c'est moi le responsable. C'est moi qui prends les responsabilités sur le dos. Et donc, légitimement, ça s'appelle aussi de la sagesse de dire, bah là, vous savez quoi? Bah, on va pas y aller parce que bon, vous savez, aujourd'hui, on m'a posé la question, hein. Ah, tiens, on va faire un peu de ski, là, en bord de piste. J'ai dit non, on n'y va pas. Nous n'avions pas nous-mêmes tout le système de recherche, de DVA et de sondes, de pelles et tout ça. J'ai dit, bon, il n'est pas question. En plus, je traite des sujets sur la sécurité, donc je serais malvenu d'arriver, la Oui, fleur au fusil, comme on c'est dit vrai. si bien, et de partir sans avoir, même en bord de piste verte ou en bord de piste bleue ou rouge, d'accord, j'ai dit, moi, je n'irai pas. Mais Mm. aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés au travers. Et c'est ça aussi le dilemme. C'est que vous en avez un sur 1000 aujourd'hui, parce que je suis sûr qu'il y a eu 1000 personnes qui sont sorties ici dans le domaine de Val d'Isère. Oui, Il ouais. y en a, enfin, il y a un groupe qui s'est fait choper. Et en plus, comme par hasard, eux, je sais pas, il y avait quand même un professionnel avec eux. Oui. Vous voyez que C'était pas tout seul, ouais. même Mm. avec un professionnel, eh ben, vous n'êtes pas non plus à l'abri. Et c'est le risque maximum que l'on a nous en montagne. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc personne est donc peut avoir tout le monde peut avoir justement ces avalanches hein, qui vont pas nous demander notre avis, hein, comme on dit. Euh, Non, 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 ah, surtout pas. Alors, mm, en plus, il y a eu du vent, donc vous avez des formes de plaques avant, vous avez des faces, il y a différentes choses. Euh, mm. voilà. Ah, voilà. On revient sur les JO, Marc. On revient sur le sujet. Ça intéresse les gens. Ouais, Les Français semblent oui. victimes des quotas pour les JO à Cortina. La règle est-elle la même pour les JO que pour la Coupe du Monde? Connaissez-vous personnellement ce problème de quotas? Oui, oui, les problèmes de quotas. En fait, en Coupe du Monde, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, ce sont deux choses complètement distinctes. Parce que vous avez des quotas déjà par discipline. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par Mm. discipline et par nation, vous pouvez avoir un quota de 4 personnes aux Jeux Olympiques. Hein. C'est-à-dire qu'en descente, que vous ayez 25 ou que vous ayez 10 descendeurs suisses parmi les 25 meilleurs mondiaux, vous ne pouvez en mettre que 4. D'accord? Mm. C'est comme ça. C'est les statuts des championnats du monde et des Jeux Olympiques. En Coupe du Monde, vous avez des quotas, j'en ai parlé l'autre jour.
vous pouvez quasiment avoir, si tout va au mieux pour les équipes, avec des places nominatives, avec des victoires en Coupe d'Europe, des victoires dans différentes compétitions internationales, vous pouvez avoir quasiment 10 à 12 athlètes de la même nation qui peuvent prendre le départ d'une course en Coupe du Monde, sachant que vous ne pourrez pas aller au-delà de ça. Par contre, au JO, ça s'arrête à 4. Même si vous en avez 10 dans les 10 meilleurs mondiaux, vous ne pouvez pas partir à 10. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le principe même des quotas imposés sur les épreuves olympiques. Après, il y a les quotas, il y a le quota global, et c'est ce que je vous ai dit, je vais attendre les réponses aux questions que j'ai posées, pour vraiment amener cette clarification, même pour moi-même, parce que j'arrive pas bien à saisir le tenant et les aboutissants de tout ça. Pour la petite histoire, moi j'ai fait partie des 4 slalomeurs français qui étaient présélectionnés aux Jeux Olympiques à Lac-Placide en 1980. Eh ben, à peu près une dizaine de jours avant les Jeux Olympiques, on nous a dit que le comité national français nous avait dit que il n'était pas question qu'on aille là-bas parce qu'il considérait qu'on n'était pas médaillable. Ah bon? Donc moi, j'ai vécu ce genre de débat, de discours. Pour aussi connaître une autre anecdote, c'est que Jean-Claude Killy a toujours dit qu'il avait gagné ces 3 médailles d'or en 1968 parce que Monsieur Bonnet l'avait sélectionné au détriment d'anciens qui étaient presque meilleurs que lui en 1964, 4 ans avant à Innsbruck. Et Jean-Claude a dit que si il n'avait pas fait de résultat en 64, hein, il y avait Lacroix, Périlla, il y avait Charles Boson, il y avait François Bonlieu. Enfin, bon, il y avait une belle équipe. Et ben, Jean-Claude avait dit les erreurs qu'il a fait, la pression qu'il avait en 64, ça lui a permis. S'il n'avait pas fait 64, il pense qu'il aurait peut-être pas eu ces 3 médailles d'or en 68. Donc, vous voyez qu'il y a toute aussi une stratégie qui peut être aussi mise en avant pour du long terme et non pas que pour l'épreuve qui aujourd'hui aura lieu à Cortina. Mais d'autant plus que nous, on aura, rappelez-vous, Johan, on va avoir dans 4 ans les Jeux C'est vite Olympiques là. en France. Et oui, Voilà. c'est vite là. Hein. C'est vite Dans là. les Alpes françaises. C'est vrai que c'est très très vite. Vous avez tout à fait raison, Marc. Et justement, avec une question cette Ah, fois-ci sur la sécurité en montagne, ne peut tolérer l'amateurisme. En Suisse, des personnes non qualifiées ont été formellement empêchées d'emmener des clients en haute montagne grâce à des contrôles renforcés. Qu'en est-il de la France, justement, ouais, je pense que alors par rapport à nos voisins, ouais. oui, voilà nos voisins suisses, mais il n'y a pas que la Suisse. Moi qui fréquente l'Autriche, j'ai eu le même souci. Bien qu'en Autriche, quand vous arrivez là-haut, quand vous vous amusez à passer sous les filets ou à travers les filets ou sous la corde, en Autriche, ils vous arrêtent. Hein. Ils vous Mm. arrêtent tout de suite. C'est-à-dire que si vous êtes supposé être un professionnel, on valide le fait que vous ayez déjà l'équipement adéquat pour leur piste. Sans quoi, si vous n'avez rien, monsieur, vous repartez. Et là, Repartez. c'est pas je vous emmerde ou je fais ce que je veux. C'est que là, on vous supprime le forfait, on vous expulse totalement du domaine dans lequel vous voulez aller et spécifiquement leur piste. C'est la même chose. Hein. Ils ont fait la même Mm. chose aux États-Unis. Donc Mm. nous, bah, évidemment, on a toujours le débat entre qui fait quoi Mm. et comment. C'est-à-dire que Mm. en Autriche, les gens des remontées mécaniques qui se trouvent là-haut, ou les gens les services des pistes sont assermentés pour pouvoir aussi prendre des décisions juridiques. Nous, il faut évidemment que la gendarmerie intervienne pour faire Ouais. autant les contrôles, puisqu'il y a eu la question tout à l'heure posée sur l'alcool et d'autres et d'autres substances, Mm. d'accord? Et ben c'est la même chose pour les diplômes qui sont bons ou pas bons, vérifier les diplômes, c'est Jeunesse et Sport, mais c'est aussi la gendarmerie qui est là pour valider la réglementation qui est mise en place par, par nos lois et nos institutions, tout simplement. Voilà, donc d'un pays à l'autre, les lois sont pas du tout pareilles au niveau Non, justement non. de la sécurité. Hein. Pourtant, on n'est pas loin de la Suisse, on a 40 km d'ici, depuis Annecy. C'est vrai que voilà, c'est assez stupéfiant. Et puis une Ah, dernière question, mais alors là, celle-là, ah, ah, je sais pas alors, que c'est une bonne question allez-y, allez-y. de Anne Chantal Pigelet qui nous regarde. Oh, Oh oui, on vous dit qui serait le 8e homme des JO Turin, selon Marc?
Alors, Anne-Chantal Pigelet, que vous ne savez pas qui c'est, Johan. C'est elle a été présidente de la Fédération française de ski quand Michel Vion avait démissionné. Donc, c'est elle qui a pris la succession de Michel pendant pratiquement une saison. Elle était aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle le sait. Alors, merci Anne-Chantal de me poser la question. Mhm. Moi, tout de suite, quand on m'a dit il y a une place de plus qui va arriver, puisqu'on a eu l'information, moi, j'ai tout de suite pensé à Peintu, pour être clair avec vous. J'avais pensé à Peintu. Siro. Ouais. Mais ouais, Alexis Pinturo. Parce que on dit bon, il a quand même des médailles olympiques et là, Oui. si. Mais après, c'est aussi le résultat qu'on a sur le terrain. Et aujourd'hui, la personne qui, pour moi, euh, mériterait par exemple Véan, c'est Thibaut Fabreau, qui aurait légitimement sa place par rapport aux résultats qu'il a fait depuis le début de saison. Là, après, c'est des discussions. Est-ce qu'on intègre les résultats déjà des années passées? Est-ce que ça, après, chaque pays instaure un système de, de sélection, dire bah voilà, il faut être une fois, 2 fois, 4 fois ou 3 fois dans les 15 meilleurs mondiaux ou une fois dans les 5 ou un podium, je ne sais pas. Après ça, c'est ça, malgré les quotas dont je vous ai parlé, en tout cas les places Mhm. disponibles, là, chaque fédération prend des décisions avec le CNOSF pour nous, hein, le Comité national olympique français, et dit bah voilà, on pense que on prend les derniers résultats ou alors on intègre aussi les résultats de l'année d'avant, ce qui a été le cas pendant un certain nombre de temps en France. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'avoir eu le cas de Thomas Fanara, par exemple, hein, qui n'avait pas fait des bons résultats l'année d'avant, mais qui rentrait en compte dans les résultats pour remplir les critères de sélection. Et Thomas n'avait pas été qualifié, n'a pas été sélectionné au départ, bien que c'était le meilleur sur les dernières compétitions avant les Jeux Olympiques. Donc, Mhm. vous voyez que ça reste ouvert, j'allais dire. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu le plus clairement possible à Anne-Chantal, puisque pour moi, si on imagine par rapport aux résultats, en tout cas de ce qu'on a vu depuis le début de saison, il me semblerait logique que Thibaut ait sa place. Après, bah, il y a un passé un peu plus important et Alexis a été aussi blessé. C'est de se dire qu'il a l'expérience des Jeux Olympiques. Donc ça c'est des discussions et c'est toujours des arguments que l'on met en avant pour sélectionner telle ou telle personne. Je ne fais pas partie de la sélection. Mhm. Et ce serait compliqué d'en faire partie pour le coup. Vous Mhm. savez, Émile Jacquet avait dit à l'époque, en 98, ouais, il y avait 60 millions de sélectionneurs. Mhm. Donc, donc, on peut retrouver le même phénomène au niveau du Si. ski alpin français suite à la question d'Anne Chantal, oui. Voilà, voilà par rapport à cette question. Bon, on verra hein, justement dans les prochains jours qui sera le huitième, hein, justement, Marc. Hein. On verra si vous avez raison, justement. Oh, voilà, pour Oui, ces alors, questions. Oui, moi, j'ai quelque chose à vous rajouter parce que j'ai un message qui m'est arrivé directement par WhatsApp et ouais, j'ai ouais, oublié. Tout à l'heure, vous m'avez oui, parlé vous savez, des fameux câbles, des crochets, des chaussures de ski. oui. D'accord? Vous savez, je vous ai parlé. Et en fait, il faut savoir dans l'histoire du ski, c'est que il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Martin, qui est suisse, qui était le mécano de Hugo Koblet, le grand champion des années les 40 en vélo, qui avait gagné le Tour de France, Hugo Koblet. Et ce mécano, qui avait tendance à jouer un petit peu de la bouteille malgré tout, part au sport d'hiver avec Hugo Koblet, qui avait décidé de l'amener au sport d'hiver, bien que le mécano n'était absolument pas intéressé pour faire du ski puisqu'il ne le pratiquait pas. Et puis, le voyant arriver, vous savez, en bas, il était en train de se chausser. Et à cette époque-là, ils avaient des chaussures à lacets avec même un double laçage. Et ce monsieur-là lui a Mhm. dit, vous savez, Coblette, qu'est-ce que vous n'auriez pas une paire supplémentaire? Il est parti et il s'est instauré, vous savez, des fermetures des bouteilles avec des systèmes Mhm. de câbles. Et vous regarderez, l'inventeur du crochet sur la chaussure de ski qui a été racheté à l'origine et qui a été mis en vente, la première chaussure accrochée, c'est le fameux Karl Molitor, qui est Ah, aussi un ancien champion suisse. Et le fameux, le crochet sur la chaussure de ski a été inventé par le mécanicien d'un cycliste de haut niveau. bah dis donc. Oui, ça c'est une belle histoire, hein, Marc. Ça c'est pas mal à savoir. Voilà, ça complète un peu la question hein, qu'on a eue tout à l'heure et euh, on en parlait déjà tout à l'heure avec Marc. Hein. Voilà pour ces questions ce soir, 20h03. Marc, alors cette semaine il y a des compétitions hein, avant le week-end. Alors déjà,
Là, les slalomeurs, ils n'ont pas le temps de chômer. Alors, ils peuvent pas aller au Londoner, je vous rassure. Ils peuvent Ils n'ont pas pas y le temps. aller. Non. Direction Schladming, où là, c'est de nouveau, alors la mecque du slalom géant et du slalom spécial, hein. Il y aura demain soir, il y aura en nocturne un slalom géant, et suivi d'un slalom spécial. Alors là, pour le coup, là, on attend sur les épreuves techniques pratiquement 60 000 personnes, ce qui est énorme. Ce qui est énorme dans notre discipline. Donc, c'est la fête. C'est la fête à Schladming, où les frères Knaus, hein, qui sont originaires de là-bas, qui sont les grands champions. C'est la fête de la discipline technique. Kisbul, c'est la fête plus de la vitesse, même si c'est un somme spécial. Mais Schladming, oui, donc là, ils sont cap, concentration. D'ailleurs, il y a avoir le tirage au sort des dossards, je l'ai pas, pour demain, pour le géant. Et puis, alors après, je crois qu'ils vont, de mémoire, ils vont à Crans-Montana, il y a des épreuves de vitesse pour les féminines et les hommes aussi. Il y a les dernières épreuves de vitesse qui auront lieu à Crans-Montana. Pas simple, parce que j'imagine qu'il y a toujours en tête ce dramatique incendie qui s'est passé en début d'année. En début d'année. Donc du coup, non, Crans-Montana. Alors en plus, parce que Crans-Montana, l'année prochaine, cette année c'est les Jeux Olympiques, l'année prochaine, il y aura les championnats du monde qui reviennent, je sais plus, je crois que c'était en 87, si je me trompe pas. Mais je sais pas, mon ami Jean-Jacques Rey qui pourra me confirmer ça, mais je crois que c'était 87, les derniers championnats du monde qu'il y avait eu à Crans-Montana, ils avaient fait la razzia, nos amis suisses. Donc Crans-Montana, l'année prochaine, en février prochain, il y aura des championnats du monde, pas loin de chez nous, à Crans-Montana. Voilà, voilà, et ben on en parlera avec Marc toujours bien entendu, hein, dans le 19h Sport. Voilà pour on en reparlera, hein, de tous les prochaines compétitions, les résultats. On se retrouvera sûrement jeudi, Marc, hein, ou jeudi ou vendredi comme vous voulez, justement pour débriefer également sur ces résultats durant la semaine, qui a encore le week-end qui arrive également. On en reparlera aussi jeudi. Voilà, jeudi ou vendredi. Voilà, Marc. Voilà. On va faire tout de suite Schladming, géant homme et slalom homme. Et puis après, on fera après le week-end, évidemment. Parce que de toute façon, c'est les dernières épreuves avant les JO. Voilà, juste avant les JO qui approchent à grands pas. Voilà, merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous ce soir pour tout nous débriefer de tous ces résultats durant le week-end dernier. On vous retrouvera durant cette semaine, hein, pour débriefer encore sur d'autres résultats des compétitions qui se déroulent même en semaine avant les JO, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Bonsoir du côté de Val d'Isère. Et quand même, hein, Marc, vous allez continuer à être à Val d'Isère. Vous restez toute la semaine? Je vais rester quelques jours, je sais plus je sais pas, vous savez, les Japonais sont assez compliqués dans l'organisation aussi. Donc, si on arrive à faire des belles images, je pense que ce sera fait assez rapidement. Normalement, je crois que c'est prévu mercredi aujourd'hui, mais avec eux, on n'est jamais à l'abri on prolonge, comme on appelle les prolongations, parce que les images sont pas suffisamment performantes ou assez bonnes. Donc, du coup, on est là avec un ancien slalomeur au KB pour faire un magnifique reportage pour le club Méditerranée, essentiellement du Japon, parce qu'ils veulent faire venir de plus en plus de Japonais en France. Ah, d'accord. Profitez-en bien, Marc, puis on se retrouvera dans la semaine pour encore parler des résultats de la glisse. Belle soirée à vous, de côté de Val d'Isère. Marc, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci aux auditeurs. À bientôt. Et on rappelle que cette rubrique, 19h Sport, on peut la retrouver dès demain sur toutes nos plateformes, hein, de la place du village en replay. Merci à vous, Marc. Belle soirée. Salut à tous. Bonsoir.